m'amusais à parier sur mon découvert jusqu'au jour où la banque, après quelques mois, a découvert justement ce découvert, m'a gelé les comptes et m'a dit que si je remboursais pas ce découvert dans tant de temps, ils allaient me signaler auprès de la Banque de France. J'ai été jusqu'à 4 000 € de découvert. Bonjour à tous et bienvenue sur Diaspora Africaine, chaîne dont l'objectif est d'inspirer et outiller les jeunes de la diaspora sur deux thématiques clés, la réussite à l'étranger et le retour en Afrique. Donc si ce sont là des thématiques qui t'intéressent, alors tu t'abonnes. Donc aujourd'hui on parle des paris sportifs qui minent la société, qui minent les jeunes dans le monde entier et en particulier les immigrés, donc ceux-là de la diaspora qui immigreraient vers l'Occident. Je vous dirai pourquoi ensuite de la vidéo. Donc on verra quelles sont les causes de l'addiction à ces paris sportifs-là. On verra quelles sont les conséquences et on verra également quels sont les palliatifs, comment sortir de là. Et quoi de mieux que de vous raconter mon histoire personnelle avec les paris sportifs. Mais avant ça, je propose que vous écoutiez la fin du petit extrait qui vous a été présenté au début. Donc c'est le témoignage d'un jeune, a priori européen, qui serait tombé dans l'addiction aux paris sportifs. Et là, il nous fait un témoignage à cœur ouvert du calvaire qu'il a pu subir pendant cette période-là. Donc, écoutons ensemble le témoignage. J'ai commencé à parier en fait à partir de l'âge de 16 ans. Je suis passé par le biais de mes parents en fait pour parier. C'était vraiment quelques petites sommes, hein. C'était 1 ou 2 € de temps en temps, c'était très occasionnel. Et en fait, à partir de mes 18 ans, là, j'ai pu ouvrir mon premier compte officiel de paris sportifs en ligne. Et c'est à partir de ce moment-là, on va dire que j'ai commencé à parier un peu plus souvent. Beaucoup de sites proposent des offres. Déjà, les offres de bienvenue, c'est-à-dire qu'on met 100 € et en contrepartie, ils vous redonnent 100 € si on perd le premier pari. De toute façon, ils vous envoient des mails presque quotidiennement pour vous alerter sur des nouvelles offres qui viennent d'arriver. En fait, les offres, il y en a tous les jours sur plusieurs sites. Donc c'est pour ça que je me suis mis sur un maximum de sites pour profiter d'un maximum d'offres. Au début, parier me procurait pas forcément grand chose. C'était vraiment histoire d'eux pour suivre les matchs ou parce que je voulais m'essayer là-dedans. Mais il n'y avait pas réellement de sensation, d'adrénaline ou quoi que ce soit. C'est vraiment venu un peu plus tard. Quand je commençais à parier beaucoup plus régulièrement avec des plus grosses sommes, c'est là où vraiment les premières sensations sont arrivées. L'adrénaline du gain, l'appât du gain ou l'adrénaline aussi de la peur de perdre ce gain. Là où j'ai vraiment perdu le contrôle pour la première fois, je pense, c'est le jour où j'ai gagné ma plus grosse somme au pari sportif. J'avais gagné 7 000 € en partant de 200 € et je me suis dit il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc là, c'est là où j'ai commencé à mettre des plus grosses sommes qui parfois n'étaient pas où je pouvais pas me permettre de les mettre. Je suis vraiment passionné de foot dans un premier temps. Donc c'était vraiment le sport que je maîtrisais le mieux, on va dire. Et après, je me suis diversifié du coup dans d'autres sports. Là, j'ai commencé justement à taper dans des sports que je maîtrisais plus du tout. Le tennis de table, le badminton. C'est vraiment des sports que je regarde pas, que je connais personne. Et en fait, juste pour parier, je pariais sur ces matchs-là. C'est comme une drogue, en fait. J'avais besoin de cette dose. Je pourrais pas l'expliquer. C'est vraiment, je sécrétais, en fait, une hormone, l'hormone du plaisir, en fait, à parier. Et j'avais besoin de ça, de parier quotidiennement et même tout le temps. C'est-à-dire qu'il fallait pas que je passe un moment de la journée sans que j'ai un pari en cours. Donc, dès que j'avais un pari qui était terminé, je repariais derrière. J'ai parié essentiellement les sous que j'avais de côté, donc les économies que j'avais. Et pareil, en tant qu'étudiant, je faisais beaucoup de travail d'étudiant, que ce soit l'été, donc travail saisonnier, ou aussi durant mes études. Et c'est là en fait où partaient la plupart de mes sous pour les paris sportifs. L'incidence des paris sportifs a été vraiment néfaste aussi pour mon quotidien, surtout pour ma santé, etc. Parce qu'en fait vraiment je dormais pas beaucoup. Tous les soirs je mettais mon réveil à 3-4 heures du matin pour suivre des matchs, ce qui faisait que j'avais parfois 2-3 heures de sommeil pour enchaîner ensuite sur une journée de cours, de travail. C'est très compliqué. Même en cours en fait il m'arrivait justement, on avait nos PC pour travailler dessus, de mettre un match à côté et de parier. Ça m'est arrivé pendant la Coupe du Monde de Qatar justement, c'était essentiellement la journée, les matchs. Et du coup, la plupart, je les regardais justement en cours au lieu d'être assidu à ce que j'apprenais. Et du coup, ça m'a porté énormément de préjudice à l'école, où vraiment les notes ne suivaient plus. J'ai eu des problèmes de santé aussi, des problèmes un peu cardiaques à ce niveau-là, parce que vraiment, j'avais beaucoup trop d'anxiété et de stress au quotidien. Du coup, à cause des paris sportifs, il m'est arrivé vraiment des soucis financiers très importants. En fait, je m'amusais à parier sur mon découvert, sans limite. Vraiment, j'avais pas de limite imposée par ma banque. Donc, le découvert s'est accumulé, jusqu'au point de non-retour, où le salaire que j'avais par mois ne pouvait même pas combler le découvert que j'avais. J'ai été jusqu'à 4 000 € de découvert, sans réellement d'avoir un salaire mensuel net, même SMIC, c'est-à-dire j'avais moins que le SMIC. Je savais pas comment m'en sortir. J'ai essayé de réfléchir, j'ai pas trouvé de solution. Et jusqu'au jour où la banque, après quelques mois, a découvert justement ce découvert et m'a bloqué les comptes, m'a gelé les comptes et m'a dit que si je remboursais pas ce découvert dans tant de temps, ils allaient me signaler auprès de la Banque de France. J'étais vraiment bloqué, je pouvais plus rien faire, je pouvais même plus sortir. Quand mes amis me demandaient de sortir, j'étais obligé de leur mentir. Je disais juste que je pouvais pas, j'avais la flemme. Alors que pas du tout, c'est juste que financièrement, je pouvais pas suivre. Même aller au travail, ça devenait une tâche impossible puisqu'il fallait que je dépense de l'argent pour l'essence. Et ça a beaucoup affecté en tout cas ma santé mentale,
où j'étais dans une pseudo-dépression justement à cause de ça. Ça fait partie en tout cas de mon déclic, forcément, d'être dans une situation de précarité comme ça. Donc j'étais un peu dans une impasse et c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit à mes proches que j'étais dans une forme d'addiction au paris sportif et qu'en fait je pariais quotidiennement des sommes astronomiques. Forcément au début ils l'ont mal pris, ce qui est normal quand on dit à ses proches qu'on est à découvert de 4000 €, qu'on est bloqué, etc. Mais en tout cas j'ai beaucoup été soutenu, je le suis encore quotidiennement et ça c'est très important justement pour aller sur la voie de la guérison. Ils ont vraiment permis de me donner un nouvel élan, en tout cas une nouvelle chance et justement grâce à eux j'ai pu m'en sortir même si je suis encore endetté auprès d'eux et pas auprès des banques. On s'est mis en accord et ils me laissent le temps en tout cas de me remettre bien financièrement pour pouvoir les rembourser peu à peu. Pour les paris sportifs, la tentation est quotidienne, vraiment. Je suis pas encore guéri, je suis sur la voie de la guérison, mais la problématique c'est que tous les jours en fait, moi je suis un passionné de sport, donc je regarde forcément le sport tous les jours, et tous les jours on a de la publicité sur les paris sportifs, que ce soit sur les sportifs qui eux-mêmes promouvoient, ou les équipes, ou tout le monde en fait promouvoit les paris sportifs. La tentation est présente, mais l'objectif c'est vraiment de pallier à ça. Du coup, une fois que j'ai eu le déclic en fait un peu de ma situation d'addict aux paris sportifs, je me suis renseigné auprès de l'autorité nationale des jeux qui mettent plusieurs choses en place pour justement se limiter à ça, à savoir s'exclure pendant 3 ans minimum de tout site de paris sportifs et d'aller au casino. Donc j'ai décidé de faire la démarche qui est irréversible, une fois qu'on l'a fait on peut plus revenir en arrière et pendant 3 ans minimum on peut plus en fait parier sur les sites. J'ai décidé de prendre rendez-vous chez un addictologue auprès de l'autorité nationale des jeux pour justement avoir un suivi psychologique concernant mon addiction aux paris sportifs. J'ai commencé à être addict aux paris sportifs à partir de l'âge de 21 ans, 22 ans, je le voyais pas vraiment. Et c'est vraiment à partir il y a un an, donc à mes 23 ans et demi, que je me suis rendu compte que j'étais sous une forme d'addiction. C'est vrai que beaucoup de gens disent qu'il est important de communiquer de nos problématiques, que ce soit sur les paris sportifs ou autres. Et moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé à ce niveau-là. Je préfère vraiment garder pour moi. Mais c'est vrai que de l'avoir dit à mes proches, même à mes amis, je l'ai caché à personne. J'ai pas de tabou à ce niveau-là. Ça m'a vraiment enlevé un poids au quotidien. J'ai fait tomber un masque que je gardais depuis beaucoup trop longtemps. Après, je suis un peu frustré du fait en fait d'être tombé là-dedans. Parce que pour moi, j'ai perdu en fait des années de ma vie, en tout cas des années de ma vie dans ma jeunesse, à pas trop sortir, parce que parfois forcément quand on parie et qu'on perd, on n'a pas envie de sortir. On s'isole en fait un peu du monde extérieur, même financièrement parlant, j'ai pas pu faire beaucoup de choses que je voulais faire. Et c'est vraiment à partir de maintenant que je vais commencer ma vie de jeune entre guillemets, qui pour moi a été gâchée par le passé. Ok. Témoignage glaçant, témoignage à cœur ouvert surtout. On a l'habitude d'entendre parler des méfaits de ce fléau-là, le pari sportif, mais d'entendre quelqu'un qui accepte de sourire comme ça, dire à quel point il était dans le découvert, 4000 €, dire à quel point il a dû l'avouer à ses proches, ses amis, sa famille, comment c'était dur, comment il est passé par des étapes de dépression, de maladies cardiaques même, comment il a eu des difficultés même à l'école. Je crois que c'est plus explicite, c'est plus parlant. Donc ceux qui doutaient de ce fléau-là, des inconvénients qu'il peut apporter, je crois qu'avec ce témoignage, vous serez un petit peu plus convaincus et on essaiera d'en faire plus au cours de la vidéo. Donc mon histoire personnelle, parce que moi également je suis passé par là, après elle est un petit peu atypique, cette histoire, mais je vais quand même vous la raconter parce que elle était très spéciale, peut-être très courte, mais moi j'en ai tiré un enseignement capital. Donc l'histoire c'est quoi? C'est un ami qui m'a confié la somme de 200 €. Donc, il m'a confié la somme de 200 € pour que j'aille la remettre à un autre ami. Donc, c'était un cercle de connaissances. Et ces 200 €, je les avais dans ma poche. Je crois que j'étais à la gare, j'accompagnais une autre amie. Et j'étais à la gare, donc je les avais dans ma poche, ces 200 € là. Et à un moment donné, je fais mes courses à la gare et consorts, je fais mes courses en ville. Et je rentre à la maison. Je me rends compte que je n'ai plus les 200 €, mais qu'il me manque uniquement 20 € sur les 200. Donc 180 € ont été perdus. Perdus comment? Sûrement qu'ils sont sortis de ma poche lors d'un mouvement. Peut-être je prenais mon téléphone, mon portefeuille ou quoi que ce soit. Mais 180 € sont tombés de ma poche et il n'en restait que 20 sur les 200 €. Et petite précision qui sera très importante pour l'histoire, c'est qu'à cette période, j'étais foiré. Comme on a l'habitude de le dire en Afrique. Donc, je traversais une période un petit peu difficile sur le plan financier. Donc, j'avais fait un investissement qui faisait en sorte que c'était très difficile cette période-là. Donc, je me retrouve avec une dette, on va le dire comme ça, une dette de 180 €
qui en fait n'est pas de moi. Je n'ai pas contracté cette dette, je n'ai pas utilisé cette dette, mais je dois rembourser 180 euros. Donc un petit peu révolté par cette situation-là. Vous savez, quand tu as plein de choses qui t'arrivent, des choses qui te tombent sur la tête, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, à un moment donné, tu peux parfois craquer. Donc révolté par ça, je me dis non, ces 180 euros-là, je ne peux pas les rembourser avec la sueur de ce que je travaille, par exemple, pour le donner comme ça. Non, ça c'est impossible. Eh bien, vu que je connaissais, j'ai des amis qui, eux, pariaient sur les sites. Déjà, il faut préciser que moi, je n'avais jamais eu à parier avant. Donc, j'avais flirté avec l'environnement de parier avant, mais il n'était pas arrivé dans mes 5 mètres. Là, pour le coup, j'étais très proche de ces amis-là qui pariaient. Et donc, pour revenir à l'histoire, j'avais 180 euros de dette qu'il fallait rembourser. Et 20 euros qui restaient sur les 200 euros de base. Donc, je me suis dit, je vais prendre ces 20 euros, je vais les remettre à un ami qui lui parie et il va parier ces 20 euros dans le but de me remettre les 200 euros pour que je puisse remettre au final l'argent à la personne qui l'attendait. Donc, un petit sursaut de sagesse, je lui ai dit, ne parie pas le tout, mais parie en 2 fois, donc 10 euros. Donc, il a parié les premiers 10 euros. Il m'a fait le ticket, ce qu'ils appellent ticket, plusieurs matchs comme ça, et ça donnait 200 euros net au final. Et donc, j'attends quelques jours, je crois que le résultat tombait sous 2 jours, un truc comme ça, parce que c'était plusieurs matchs. Et donc, 2 jours après, je lui demande, mais c'est comment le ticket que tu m'as fait là, c'est bon. Je peux percevoir mes 200 euros pour enfin sortir de cette dette-là. Il me dit non, le ticket a foiré. Étonnamment, je n'étais pas surpris parce que je ne m'attendais pas non plus au miracle. Et puis lorsqu'il m'a dit que le ticket a foiré, après il me dit, il te reste 10 euros, on les parie sur quel match? Je lui dis non, tu sais quoi, les 10 euros qu'il reste là, remets-les-moi, je vais manger un tacos avec. Je vais manger un tacos avec et prendre de l'énergie pour aller travailler, rembourser les 200 euros. Au moins, j'ai quelque chose qui est rentré dans mon ventre, quelque chose que j'ai consommé, plutôt que d'avoir remis ça à quelqu'un gratuitement comme ça. Et là, c'était la première et la dernière fois que je faisais un pari dans ma vie. La première et la dernière fois. Cette histoire, elle date d'il y a plusieurs années quand j'étais étudiant. Il faut rappeler que je n'avais jamais parié avant. C'était ma première et ma dernière fois. Je vous la raconte pourquoi. Pour dire que la promesse d'un pari n'est jamais tenue. C'est-à-dire que la promesse qu'un pari vous fait, en l'occurrence celle de vous redonner 5 fois, 10 fois, 20 fois plus que ce que vous avez misé à l'avance, la promesse n'est quasiment jamais tenue. Donc pour mon cas, je n'avais jamais parié avant parce que je n'en ai jamais eu l'envie ou le besoin. Donc c'était purement émotionnel. Mais avec cette petite, très courte expérience-là, j'ai eu dès ce moment une raison rationnelle de ne plus jamais parier. C'était certes un petit montant, 10 euros, on peut estimer que c'est très faible. Mais j'attendais de ces 10 euros 200 euros. Donc pour moi, c'était assez dimensionnant. Donc depuis ce jour-là, en plus du côté émotionnel, j'ai rajouté un côté rationnel au fait de ne jamais parier. Bien que je pense que le côté émotionnel prime jusqu'à aujourd'hui. Et je ne pense pas d'ailleurs que si ce pari avait réussi, j'aurais été un parieur. Ça, je ne pense pas. Je vois certains déjà dire en commentaire que si j'avais gagné, je serais resté dans le pari. Mais je ne pense pas. C'était vraiment une expérience drôle que j'avais envie de faire, mais de laquelle j'ai tiré une leçon derrière. Celle que je vous ai donnée donc, la promesse que fait un pari n'est quasiment jamais tenue. Vous savez, il y a principalement 2 types de parieurs. On a les investisseurs, donc ceux qui investissent dans le pari, et on a les passionnés, donc passionnés de paris, donc ceux qui aiment parier, ceux qui aiment l'adrénaline que leur procure, du moins les émotions que leur procure le pari, et les passionnés de sport. Donc, je suis passionné de foot, je suis passionné de basket, et je veux exercer ma passion au travers d'un pari. Donc, je prétends maîtriser le domaine, je vais le tester au travers d'un pari sportif. Donc, on a ces 2 profils-là, principalement. Et que l'on soit investisseur ou passionné, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ça ne mènera nulle part. En termes d'investissement, c'est un très mauvais investissement, les paris sportifs. Je n'ai pas les chiffres officiels, mais je suis quasiment certain que si on prend sur une année glissante, 100 parieurs, il n'y aura pas plus de 5 qui seront
plus gagnant que perdant. Parce que le gros vice avec le pari sportif, c'est que très souvent on gagne des montants et on pense qu'on est en train de gagner. Or, pour gagner par exemple 500 euros, tu as dû miser peut-être 600, 700 avant. On a la vidéo qu'on a regardée ensemble avant où le jeune homme dit, à un moment donné, j'ai gagné 7000 euros. Et là, je me suis dit, il avait quelque chose à faire dans cette activité-là. Donc, il est passé de passionné à investisseur. Il voulait investir dans le pari et après, il s'est rendu compte qu'il était à découvert de plus de 4000 euros auprès de sa banque. Donc, clairement, je n'ai pas de chiffres, je l'ai dit, mais je suis convaincu que si on prend sur une année glissante, 100 parieurs, pas plus de 5 auront été gagnants au final. Donc, auront eu plus de gains que ce qu'ils n'ont misé en entrée. Et pour ce qui est des passionnés, là, c'est encore pire parce que dès le moment où tu mets les émotions dans les questions financières, dans les questions d'argent, tu te retrouves perdant au final. Donc, les investisseurs, au moins, des fois, ils mettent des notions d'investissement basiques. Je ne vais pas détailler ici, ils sont organisés d'une certaine façon. Mais lorsqu'on y va, rien qu'avec la passion, on est totalement perdant. Là, pour le coup, il n'y a pas d'issue de sortie. Donc, que tu sois investisseur ou passionné, le pari sportif, c'est une mais alors très mauvaise idée. Et là, j'ai envie de parler maintenant du processus pour aller à l'intérieur. Pourquoi j'en parle? Le processus, il est basique, on commence à parier. Mais j'ai envie d'appuyer sur la diaspora, les immigrés, donc ceux qui arrivent nouvellement à l'étranger. Pourquoi? Parce que la chaîne a vocation à parler à la diaspora. Donc voilà, ça tombe sous le sens. Donc c'est important pour moi d'en parler parce que la diaspora, la nouvelle diaspora, donc celle qui vient fraîchement d'arriver en Occident, peut très rapidement tomber dans cette addiction-là. Peu importe si elle ne le faisait pas au pays, parce qu'on a souvent l'habitude de dire que c'est ceux qui pariaient un peu au pays qui tombent dans l'addiction à l'étranger, mais non, pas forcément. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des mécanismes qui facilitent l'accès, qui facilitent le développement et la maturation de cette addiction. L'accès à des plateformes de paris qui se fait facilement. Tu vas sur ton téléphone, tu télécharges l'application et dès le moment, dès la minute où tu as eu l'intention, tu peux déjà placer un pari. Le marketing intensif qui est fait sur ces applications-là, sur YouTube, plateforme sur laquelle tous les jeunes se trouvent, on a des publicités intensives par rapport à ces activités-là. Facilité d'accès à l'argent qui est sur le digital. Donc, tu prends juste ce qui est sur ton compte en banque, tu transfères de l'application, ça se fait en quelques secondes. Facilité d'accès aux découvertes parce que tu peux parier même jusqu'à ton découvert. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que ceux qui sont fraîchement arrivés en Occident sont très exposés à cette addiction-là. Parce qu'il faut dire qu'en Afrique, il y a une sorte de pseudo-contrôle. On parie principalement dans des kiosques. Après, aujourd'hui, on a également des applications mobiles de paris. Je crois qu'il y a, je ne vais pas faire de publicité. On a également des applications, mais ça reste un peu minoritaire par rapport aux kiosques. Et dans des kiosques, il y a un petit contrôle d'âge quand même. À un certain âge, tu ne peux pas te présenter facilement pour effectuer des paris. Tu as le contrôle parental, le contrôle des proches, l'accès à l'argent qui est également compliqué. Donc, lorsqu'on arrive en Occident et qu'on a sa caution, on a son compte en banque, on a son téléphone, on a son ordinateur, c'est très facile de tomber dans l'addiction du pari sportif. Donc, il faut être très prudent par rapport à cela lorsqu'on entame une procédure d'immigration. Là, je m'adresse aux jeunes qui verront la vidéo, mais également aux parents. J'espère qu'il y en a qui regardent la vidéo. Donc là, je crois qu'on a parcouru tous les points. Non, il en reste un qui n'est pas forcément lié au pari, mais que j'ai spécialement tenu à aborder avec vous. C'est celui de l'amitié. L'importance de l'entourage lorsqu'on est en diaspora. Et le jeune de la vidéo d'avant nous l'a clairement évoqué. C'est que ceux qui lui ont permis de sortir de cette crise-là, ce sont ses amis. Soutien moral, soutien financier. D'ailleurs, ils ne lui mettent pas la pression jusqu'aujourd'hui pour rembourser cette dette qui s'élève à plusieurs milliers d'euros qu'il a contracté à cause des paris sportifs. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que lorsqu'on immigre, lorsqu'on quitte sa famille et qu'on fait plusieurs milliers de kilomètres pour aller dans un autre pays, les amis jouent un rôle très important. C'est ceux-là qui sont nos partenaires de tous les jours, nos conseillers de tous les jours. Donc bref, ils meublent notre journée. Donc c'est très important d'avoir un entourage qualitatif qui sera à même de vous dire ça, c'est pas bon, on ne va pas vers là.
ça c'est pas bon, ne va pas vers là. Après, les amis ne doivent pas s'improviser en psychologue, j'ai envie de dire. Un ami, c'est un humain, enfin, comme toi. Donc, s'il n'a pas de formation en psychologie, il ne saura pas forcément trouver les bons mots pour t'empêcher de faire telle chose. Donc, des fois, il faut passer à l'action. Un ami, ce n'est pas seulement celui qui parle. C'est pour ça que je parle de qualité. Qualité de l'amitié. Ce n'est pas seulement la parlotte. Un ami, ce n'est pas seulement celui qui parlote. Donc, il faut pouvoir trouver des actes appropriés pour aider efficacement vos amis. Donc, trouvez des amis de qualité pour vous entourer, mais soyez également des amis qualitatifs pour votre entourage. Pour illustrer cela et pour sortir la vidéo, je vais vous raconter une petite histoire, celle de mon père, typiquement, qui a effectué une action envers l'un de ses grands amis. Donc, rapidement, il voulait que son ami achète un terrain, se procure un terrain, propriété terrienne. En Afrique, c'est très commun. Et il a parlé. Cet ami n'achetait toujours pas de terrain, pourtant il en avait les moyens. Donc, qu'est-ce que mon père a fait? Il a confisqué une tontine. Donc, ils étaient dans une tontine, donc une réunion ensemble. Et autour de bouffer de son ami, il a fait des magouilles avec je ne sais pas qui pour récupérer l'argent de son ami à son insu et aller lui acheter un terrain. Ça a créé des bisbilles, par-ci, par-là, des petits problèmes. Mais au final, imaginez qu'il était content. Donc, rapidement, je ne rentre pas dans les détails, mais je crois que vous avez clairement compris avec cette courte histoire ce que je vais entendre par la qualité de l'amitié. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous êtes en phase avec tout ce qui a été dit dans cette vidéo? Est-ce que vous en pensez autrement? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien. Salut.